immense plaisir pour moi d'être avec vous ce matin et de voir une salle aussi large. Je vais essayer de vous, permettez-moi le mot, embrasser tout le monde en même temps, mais c'est pas embrasser du regard, tout le monde en même temps. Pour moi, c'est un grand plaisir de venir vous parler, surtout dans un contexte où on parle d'aimer les maths un peu beaucoup à la folie. Je suis comme le ministre Proulx, je vibre à ce thème-là. J'ai perdu mon premier transparent de ma présentation, j'espère ne pas en perdre d'autres, parce que dans mon premier transparent, je proposais comme titre « Accro des maths passionnément ». C'est-à-dire, je garde une petite gêne par rapport à la folie, on reste calme, mais la passion, ça, j'y crois férocement. En allant sur le site du GRMS, bon, on voit l'annonce, des gens nous disaient, bon, les 400 places sont prises, alors vous êtes les happy few qui avez eu droit à cette présentation. Et un autre bout, on parlait de la chance de recevoir Bernard Hutchinson, ça je vous laisse juger, on s'en parlera à la fin. Mais ce qui m'a accroché, c'est ce paragraphe-ci. Le thème « Les maths un peu beaucoup à la folie » est en fait une occasion de partager notre amour pour les mathématiques. Notre passion pour les maths ne fait aucun doute. Mais comment la transmettre et la partager avec nos collègues? Et ça vient de chercher. C'est-à-dire, je pense à vous qui êtes ici, nombreux, et c'est un signe de vitalité du GRMS, c'est un signe de vitalité de la communauté que le GRMS représente, c'est un signe de vitalité de vous comme individu enseignant, mais je me préoccupe des absents. Bon, les absents ont tort, vous direz, oui, mais les absents sont là. Les absents sont dans les classes. Les absents vont y être souvent longtemps. Et je me préoccupe des Mozart assassinés, pour reprendre les mots de Saint-Exupéry, c'est-à-dire comment faire pour que des profs de maths qui sont dans les classes du secondaire au Québec ne fassent pas de malheur auprès de leurs élèves. Et je pense que si vous pensez à votre propre vie d'étudiant, vous repérerez des enseignants stimulants et des enseignants éteignoirs. Et on espère que des éteignoirs, il y en ait le moins possible. Mon exposé, je le vois comme comment encourager les profs de maths à être des passionnés. Et comme le disait Jocelyn, mes réflexions s'appuient sur mon expérience de formation des enseignants au collégial, dans le cadre du bac en maths, mais aussi au secondaire, et même au primaire, parce qu'à l'Université Laval, les enseignants du primaire font des cours de maths. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis un mathématicien, je vis dans un département de maths, et depuis quand même un certain nombre d'années. Comment encourager les profs de maths à être passionnés des mathématiques? Il y a bien sûr la formation initiale. Est-ce que la formation initiale vous prépare à devenir des mathématiciens enseignants passionnés? Je vous laisse juger de ce que vous avez vécu. On espère que oui. Formation continue, perfectionnement. Bon, c'est vous ici maintenant. Comment rester actif, comment rester dans une mouvance tout au long de sa carrière? Côté formation continue, une question qu'on peut se poser, c'est jusque dans quelle mesure est-ce que ça existe encore au Québec? Et mon encore vient du fait que je pense à deux programmes qui ont été très importants dans les années 60-70. Bon, ça remonte à Mathusalem, vous me direz, la majorité d'entre vous n'était même pas né, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui ont vécu cette période-là quand même. Et il y a deux programmes importants, Permanent à l'Université du Québec et le PPML Laval à l'Université Laval. J'en dis très peu de mots. Permanent est bien connu et essentiellement ça visait une époque où les profs du secondaire avaient peu de formation en mathématiques, ce qui n'est pas votre cas. Et je prends ici un texte paru dans le bulletin AMQ en 2009 à l'occasion du décès de Lévi Lemire, qui a été un des pionniers de ces époques-là. Et bon, c'est en tout petit caractère ici, mais on parle ici de quelque chose dans les années 60 qui s'est appelé cours de recyclage et de perfectionnement en mathématiques. Et on parle qu'en 1969, il y a 600 personnes qui ont participé durant l'été, durant leurs vacances de prof, à leurs frais. Bon, il fallait le faire quand même. Et c'était l'époque des maths modernes. Donc tout le monde s'énervait en disant « faut qu'on comprenne les maths modernes ». Bon, ce que ça a donné de plus intéressant, je pense, c'est Permama qui a été créé au début des années 70 par l'UQ, la TLUQ en l'occurrence, et essentiellement, ça a été la mise sur pied d'une bonne vingtaine de cours, surtout de maths, et c'est là-dessus que je voudrais insister. Il y avait la didactique, mais il y avait vraiment des maths. On voulait que les profs du secondaire soient mieux armés sur le plan mathématique. PPMM Laval, j'en dis juste un petit mot, créé là aussi à la fin des années 70. Et là, il y avait un mélange de maths et de didactique dans le cadre des cours qui étaient offerts.
Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, de tels programmes universitaires sont moins dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme phénomène de perfectionnement? Il y aura souvent, je crois, des activités proposées qui creusent l'aspect didactique en général, didactique des maths ou les aspects pédagogiques. Bien sûr, beaucoup de support, je crois, est nécessaire pour les enseignants d'aujourd'hui en termes de la réalité scolaire. Et là, je n'entre pas dans le détail, mais vous comprenez très bien, milieu multiculturel, les accommodations scolaires que vous avez à vivre avec ça, mais nous, c'est à l'université. Qu'est-ce qu'il y en est de contexte de perfectionnement pour un enseignant en exercice qui concerne les maths elles-mêmes? Je pense que ce n'est pas extrêmement fréquent, mais c'est là que les associations jouent un rôle absolument essentiel, et notamment le GRMS. Il y aurait l'équivalent, l'APAM, la défunte APAM, mais qui revit quand même tant bien que mal depuis quelques années dans le cadre de l'AMQ. Il y a l'AMQ, etc. Importance des congrès mathématiques. Vous êtes là. Malheureusement, il y a beaucoup d'absents. Ben, tous ne peuvent pas être là, bien sûr, mais il y a des gens qui devraient être là parce qu'ils en auraient besoin, mais ils ne sont pas là pour toutes sortes de raisons. Les rencontres comme celle à laquelle vous participez maintenant ne sont pas que du social. On ne va pas là pour le party. Enfin, je vous laisse juger. J'avais expliqué à ma femme au tout début de ma carrière, je fréquentais beaucoup de congrès d'enseignants, et elle avait entendu parler dans son école d'un enseignant qui dit « Ah, c'est le congrès de... » je n'aimerais pas l'association, en fin de semaine, ça va être le party. Puis moi, j'allais à ce congrès-là. Elle disait « C'est quoi ça? » Ben, j'ai dit « Écoute, chacun y va pour ses raisons personnelles, mais... oui, il y a du social dans les rencontres d'enseignants, et c'est fondamental parce que c'est ça qui permet du réseautage. Vous connaissez des gens dans d'autres écoles qui font telle chose, et c'est comme ça qu'on crée une communauté et qu'on demeure actif tout au long de sa carrière. Importance des congrès, importance des revues, Envol, bulletin AMQ, instantané mathématique qui n'existe plus, mais il y a une collection fabuleuse de numéros d'instantané mathématiques, et il y a un processus de numérisation. On dit qu'il devrait être disponible assez bientôt. Il y a bien sûr Acromat, et dans mon titre « Accro des maths passionnément » pour ma conférence, je faisais un clin d'œil à Acromat. Je vois que la plupart d'entre vous connaissez Acromat. Et pour moi, c'est une revue qui vient compléter l'apport de Envol, du bulletin AMQ, etc., avec une autre façon d'aborder la présence des maths en fonction de l'enseignement, pour les enseignants, pour les élèves. Bon, si vous ne connaissez pas Acromat par hasard, dépêchez-vous à la connaître, et je m'amuse à dire la revue des accros des maths. OK, on fait des maths, je commence avec un axiome. Axiome numéro 1. Les enseignants de mathématiques sont des mathématiciens. Ce que je veux dire par là, c'est que je me plais à appeler un enseignant du cégep, un enseignant du secondaire, un mathématicien, et même, et je m'excuse pour le « et même » parce que j'ai déjà eu à débattre la chose, j'appelle volontiers un enseignement du primaire un mathématicien ou une mathématicienne, le plus souvent, quand il s'agit de son travail de maths avec les jeunes du primaire. Dans le sens où tous ces enseignants-là sont spécialistes d'un bloc particulier de maths, les maths reliées à leur ordre d'enseignement. Bon, ceux qui veulent y mettre des mots savants, c'est le NKT, Mathematical Knowledge for Teaching, de Ball et Bass. C'est vraiment de ça dont il est question ici. Deuxième axiome. Les enseignants de maths sont des mathématiciens, les enseignants de maths ont une vie mathématique. Et je souhaiterais que la vie mathématique des enseignants de maths ne soit pas qu'une vie restreinte à l'heure de maths qu'ils font tel jour avec les jeunes dans la classe, qu'eux-mêmes aient une activité mathématique. Est-ce une vie pour les enseignants où les maths sont en action un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Bon, je vous laisse juger. Mais ce que j'aimerais vous proposer dans ma conférence, c'est diverses facettes du phénomène suivant. Comment être actif sur le plan mathématique en tant que mathématicien enseignant. Et bien sûr, il s'agit de faire de l'exercice. Comme pour être actif, il faut bouger. Alors bougeons, faisons du spinning mathématique. Version 1 de l'activité. Faire des beaux gros calculs. Élever ce nombre au carré. 77 factoriel. Bon, des choses qui touchent un peu moins l'enseignement secondaire, quoique, calculer un beau déterminant, un petit 5 par 5 par exemple. Bon, 5 par 5, ça veut dire 25 nombres
Comment trouver 25 nombres intéressants? Je me suis amusé à rentrer, je me suis amusé à calculer. Alors, bref, j'ai cherché à trouver certains déterminants. Je mettais des nombres un peu au hasard, mais enfin pas vraiment au hasard. J'écrivais ça avec des régularités. Déterminant 0, déterminant 0. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit, essayons de trouver des nombres. Comment trouver 25 nombres intéressants? Vous pensez sans doute tous à la même chose que moi. Les nombres premiers inférieurs à 100. Il y en a précisément 25. Donc, je les ai mis dans une matrice. Les déterminants, moins 4656. Voilà. Un peu d'activité. Remarquez au passage, ce qui peut être assez chouette, 4656, factorisation première, 2 à la 4, fois 3, fois 97. Tout est dans tout. Les deux premiers nombres premiers avec l'exposant 4, puis l'exposant 1 en carrière, et le dernier nombre premier de la vie. Ah, que la vie est belle. Un peu d'intégrale, je ne sais pas si c'est votre tasse de thé. Ce n'est plus ma tasse de thé, ça l'a déjà été. Alors, je voulais trouver une belle intégrale pour quelque chose de stimulant. Je suis allé voir le Advanced Calculus de ma jeunesse et je suis tombé là-dessus. Je ne sais pas si elle vous impressionne. J'en parlais avec des profs de cégep qui me regardaient comme ça en disant « il n'y a rien là ». Bon, je demeure impressionné par ça. J'imagine qu'en y mettant, je devrais être capable de la résoudre. Parlons un peu de ce carré. Si on voulait le faire pour vrai, bon, bien sûr, il y a la solution Maple, j'en parle tantôt, je l'élimine pour des raisons évidentes. Voici un truc pour calculer ça. Écrivons le nombre en base 1000. Et après ça, faisons un calcul en utilisant les tables de Pythagore en base 1000. Bon, écrire un nombre en base 1000, ça veut dire quoi? Écrire un nombre en base 10, on travaille avec 10 chiffres. Écrire un nombre en base B, on va travailler avec B chiffres. En base 1000, on va travailler avec 999 chiffres. Donc, j'ai besoin de 999 symboles primitifs. Or, les nombres de 1 jusqu'à 999 sont des nombres ces nombres-là peuvent se voir comme des nombres à un chiffre. L'idée, c'est de partager le nombre en tranches de 3 chiffres. Et chaque tranche devient un chiffre base 1000. Donc, voici un nombre à 4 chiffres base 1000. Premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre. Bon, là, je suis rendu maintenant que j'ai à faire le carré d'un nombre à 4 chiffres. C'est pas pire. À condition que je sache faire les produits simples. Alors, où est-ce qu'on trouve les produits simples? C'est dans les tables de Pythagore. Bon, si je calculais en base 7, les tables de Pythagore auraient l'air de ceci. Mais là, je suis en base 1000. Où est-ce que je trouve les tables de Pythagore en base 1000? Je ne sais pas si vous en avez sur le marché. En voici un exemplaire. Et donc, ce que je fais, c'est que je me donne une grille comme ça. Je commenterai le pourquoi de la grille tantôt. Et j'écris mon nombre à 4 chiffres en haut, base 1000. Mon nombre à 4 chiffres sur le côté. Et là, je fais des produits de 2 nombres à un chiffre. Par exemple, la case rouge et le carré de 867. Je prends ma calculatrice, je pitonne et je trouve 767 376. Donc, ma calculatrice me donne l'information sur le produit de 2 nombres à un chiffre. Je pourrais faire un produit ailleurs, par exemple, 456 fois 789, 359 784. Et les deux chiffres, je les écris de deux côtés de diagonale pour des raisons qui vous sont sans doute déjà évidentes. Ou sinon, ça va venir. Bon, on aurait à remplir la grille comme ça. Il y a 16 calculs à faire. Par symétrie, j'ai ça. À remarquer que parfois, on a un nombre qui est inférieur à 100 000. Donc, on met un 0 pour être sûr de ne pas louper la chose. Donc, 0, 15, 129 pour 123 au carré. Et on continue comme ça. Et on remplit la grille assez rapidement. Il s'agit maintenant de trouver le produit. Or, tous les produits qui sont ici représentent certaines informations partielles par rapport aux produits qu'on cherche. Il reste à additionner les choses correctement, et vous avez déjà senti que les diagonales ne sont pas là pour rien. Donc, premier morceau, je m'intéresse à ceci. C'est base 1000, le chiffre des unités du produit que je cherche. Voici la diagonale des positions de premier ordre de groupement. J'additionne 1095, j'écris 95 en bas et je retiens le 1 en haut.
j'additionne la diagonale suivante, 2816, 816 en bas, le 2 en haut, et je continue comme ça, excusez, je vais aller trouver, jusqu'à la fin, et donc je retrouve un nombre en bleu du côté gauche et en bas de la grille, et ça me donne mon produit. Un bon exercice du matin. Soit dit en passant, un autre exercice, c'est presque un exercice de diction, c'est comment nommer ce nombre. 15 trilliards, 241 trillions, 578 milliards, 966 billions, 486 milliards, 895 367. Ces mots-là viennent du fait que les millions, c'est 10 à la 6, les billions, c'est 10 à la 6 au carré, les trillions, c'est 10 à la 6 au cube, etc. Et je suis en train d'utiliser ici l'échelle dite longue de nomenclature des nombres. Longue parce qu'il y en a une courte. Et il faut voir qu'il y a une jolie histoire derrière ça. Dans Acromat, j'ai pris grand plaisir à faire quelques textes autour d'aspects mathématiques et littérature. Et mon premier texte mettait en vedette Flaubert, notamment, avec son fameux problème de l'âge du capitaine. C'est une parenthèse que je fais ici, mais mes anciens étudiants, là, ne vous inquiétez pas, je vais la fermer celle-là assez rapidement, parce que j'ai une réputation de laisser des parenthèses ouvertes, en fait. Alors, un jour, Flaubert écrit à sa sœur qui avait 15-16 ans, qui avait passé un examen de maths, il lui dit, puisque tu fais de la géométrie, de la trigonométrie, je vais te donner un problème. Un navire est en mer, il est parti de Boston, et là, il ne dit pas du jeu. Bon, il faut comprendre qu'à l'époque, le Boston, c'était un jeu de cartes, je ne savais pas. Chargé d'indigo, il jauge 200 tonneaux, il fait voile vers le Havre, le grand mât est cassé, il y a une mousse, les passagers sont au nombre de 12, le vent souffle nord, SS, etc. On demande l'âge du capitaine. Bon, je ne sais pas si Flaubert a inventé ça, ou si ça faisait partie du folklore de son époque, que les gens se racontaient ça comme une bonne blague, mais que je sache, ceci est la plus vieille trace écrite de ce fameux problème-là. Fameux parce que Stella Baruch, notamment, en a fait une réflexion sur des problèmes d'apprentissage en maths dans son livre L'âge du capitaine, où essentiellement, ils ont testé avec des jeunes du primaire quelque chose du genre, sur un bateau, il y a 28 moutons puis 14 matelots, quel est l'âge du capitaine? Et les enfants se sentaient obligés de faire quelque chose avec ça. Cela dit, je reviens à mon propos. Dans ce texte-là, je parle surtout de Raymond Queneau, un écrivain français célèbre à plus d'un égard. Mais ce qui m'intéresse chez Queneau aujourd'hui, c'est son 100 000 milliards de poèmes. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à ce phénomène, parce que c'en est un. C'est un curieux de livre. Le livre est fait en petites bandelettes comme ça. Et donc, il y a 10 pages. Chaque page est faite de 14 bandelettes qui sont regroupées 4, 4, 3, 3. Et ce que Queneau a voulu faire, c'est utiliser la forme du sonnet. Et donc, chaque bandelette peut être vue comme étant une ligne d'un certain poème. Et je peux écrire un sonnet en prenant la ligne 1 de la page 1, la ligne 2 de la page 8, la ligne 3 de la page 5, etc., etc. Et ça donne... Donc, c'est une espèce de générateur de sonnets, et on peut produire, pour des raisons évidentes, n'est-ce pas, 10 pages, 14 lignes par page. On peut produire 10 à la 14 sonnets avec ce livre-là. 10 à la 14, c'est 100 billions dans la nomenclature usuelle. Mais Queneau, pour des raisons que j'ignore, a préféré intituler son livre 100 000 milliards. C'est-à-dire 10 à la 5 fois 10 à la 9 poèmes, jusqu'à plein de pourcents. Assez amusant. Si on va chez les anglophones, et ça c'est des informations que j'ai trouvées sur Internet, le livre a été traduit, mais il est cité souvent, et il y a plusieurs titres que l'on trouve. Il y en a un qui est 100 trillion poems, et là vous voyez la collision, à savoir qu'en français on parle de 100 millions, et pour les Anglais c'est guillemets 100 trillions. Ou encore c'est 100,000 billion poems. Donc, s'ils mettent le mot billion, nous, en français, on dit 100, puis eux disent 1000. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Problème. Il y a deux façons de nommer les noms dans une langue. On utilise l'échelle longue ou l'échelle courte. Grosso modo, échelle courte, le monde anglo-saxon, échelle longue, le reste du monde. Donc, nous sommes dans un contexte où on utilise la colonne de gauche, où il y a les milliards, les billiards et les trilliards,
etc. Ceci remonte à Nicolas Chuquet et Jacques Petit-Dumont, 15e, 16e siècle, qui ont été les premiers à se pencher sur ces choses-là. Et évidemment, le capitaine Haddock était très au courant de l'utilisation de cette nomenclature. Je reviens à ce nombre. Donc, la méthode que j'ai utilisée, vous la connaissez, c'est la méthode de la jalousie. Le nom jalousie vient du fait des diagonales, ça ressemble un peu à des volets de persiennes, et les persiennes s'appellent gelosia en italien, d'où jalousie. D'ailleurs, on utilise nous-mêmes le mot jalousie, et c'est très vieux. Par exemple, dans le traité L'Arte del Abaco, 1478, alias arithmétique de Trévise, la chose se trouve là. Bien sûr, la jalousie n'est pas nécessaire. On pourrait faire ça à la main, un chiffre à la fois, puis avec un peu de patience et de prudence, surtout en aliguant bien nos colonnes, on finirait par arriver. On pourrait utiliser l'algorithme usuel pour calculer en base 1000, et ça marcherait. Alors pourquoi la jalousie? Ça diminue le risque d'erreur. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Maintenant, je ne suis pas en train de dire les profs du primaire ou de secondaire 1 devraient utiliser la jalousie avec leurs jeunes, non, mais c'est amusant de voir que c'est une méthode qui a quand même son utilité pour nous. Base 1000, c'est très artificiel, ça dépend de ma calculatrice. Ma calculatrice pourrait aller jusqu'à la base 10 000. Je bloque 100 000, ça ne marche pas pour moi, je ne peux pas faire des groupements par 4-5 avec ma petite calculatrice pour l'enseignement primaire, mais c'est sûr que les calculatrices pourraient permettre différentes choses. Évidemment, il n'est pas question de Maple ici. Je parlais de 77 factoriels tantôt. OK, un peu de maths encore. J'espère ne pas trop vous brutaliser. Combien y a-t-il de zéros à la queue de 77 factoriels? Donc, ce n'est pas tant de calculer 77 factoriels qui m'intéresse, mais de trouver, il y aura des zéros, il y en a combien? C'est un problème, je dois dire, que j'ai rencontré il y a très longtemps lors d'un congrès d'enseignants. Et il m'est arrivé alors une chose qui risque de vous arriver, à savoir que pendant que le conférencier continuait, moi je me suis accroché à ce problème-là et je l'ai rattrapé un peu plus tard. Bon, j'aimerais vous rester avec moi, donc voici comment est-ce qu'on va travailler ça. On essaie 4 factoriels, pas de 0, 5 factoriels, un 0. Tiens, 9 factoriels, encore un 0, 10 factoriels, 2 0. Ah, ça met peut-être le doigt sur le fait que les facteurs 2 et 5 facteur premier joue un rôle important, 15 factoriel 3, 0, 20 factoriel 4, 0, 25 factoriel 5, 0, non, 6. Pour la raison que vous soupçonnez. À savoir que 25, ça ressemble à 5 au carré, et donc ça amène 2 facteurs 5. Donc c'est les facteurs 5 qui jouent le rôle central là-dedans, et voici 77 factoriel dans toute sa splendeur. Merci Maple. Et merci Maple aussi pour la factorisation première de 77 factoriels. Et évidemment, les zéros viennent avec des facteurs de 10. Facteur de 10, j'ai besoin de 2 et de 5. Du 2, j'en ai en masse. Ce qui vient au compte-gouttes, c'est les 5. Et il s'agit de compter les facteurs premiers 5. Les beaux gros calculs. Bon, on s'entend, c'est un clin d'œil que je faisais. Là, on va se parler de vraies choses. Résolution de problèmes. Là, on est en voiture. Résolution de problèmes, par exemple, préparation de concours mathématiques. Loin de moi l'idée de dire que tous les profs du secondaire, tous les membres du GRMS devraient être des mordus de la résolution de problèmes. Mais espérons qu'il y en a qui le sont. Espérons en même temps qu'un peu tout le monde est allumé à la cause de la résolution de problèmes, du fait que certains, voire plusieurs de vos élèves, vont trouver là-dedans une forte motivation, une saine motivation, je devrais rajouter. Et ça, peut-être, autant chez les gars que chez les filles. Il y a moyen d'aller chercher des filles avec la résolution de problèmes et les concours mathématiques, même si certaines s'y prêtent moins. Et je pense que le prof du secondaire doit vouloir accompagner ces jeunes qui ont envie d'en faire, voire les stimuler, et doit savoir les accompagner aussi. Quoi de mieux que de faire un petit peu de résolution de problèmes? En fin de semaine dernière, j'étais au congrès de l'AMQ à Gatineau, et Christian Côté, prof de cégep à Terrebonne, a présenté un fort joli problème dans son atelier. Je le lui emprunte. Trouver un naturel n tel que la somme 1 plus 2 plus n soit écrite comme un nombre à 3 chiffres, tous identiques. Je ne sais pas si c'est un problème qui est très populaire, des problèmes comme ça qui sont populaires à des moments donnés. Moi, c'est la première fois que je le rencontre. C'était la première fois que je le rencontrais.
Approche brute, voire brutale, on regarde tous les nombres à 3 chiffres identiques, 111, 222, 333, puis on taponne pour voir si on peut trouver un n qui marche. Bon, on va résoudre la question, ça n'a vraiment aucun intérêt. Sinon que de faire un petit peu de calcul, mais il y a des choses plus intéressantes à faire. Donc, ça serait intéressant de voir, est-ce qu'on peut avoir une démarche un peu plus oomph autour de ce problème-là? Bien, une façon de voir ça, c'est de penser qu'on a affaire à un nombre triangulaire. Donc, c'est un n fois n plus 1 sur 2. Et on veut que ce soit un AAA où A est un des chiffres de 1 jusqu'à 9. Mais AAA, c'est comme 100A plus 10A plus A. C'est-à-dire 111A. Et donc, je suis rendu avec le fait que je cherche un n et un A, tel que n fois n plus 1 sur 2 égale 111A. Tentation immédiate et naturelle, de grâce succomber, passer au facteur premier. Donc on est rendu avec ça. Bon, on a envie de faire un peu d'algèbre, sans doute. Donc ça devient ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans le coin gauche, tout le monde est en bleu, j'aurais dû mettre du rouge pour faire les vrais boxeurs. À gauche, 2 nombres naturels consécutifs. À droite, un A qu'on ne connaît pas, mais dont on connaît des limites, mais surtout les facteurs premiers, 2, 3 et 37. Et là, ce qu'il faut voir, c'est comment on peut brasser la salade de droite pour avoir quelque chose qui va donner le produit de 2 entiers consécutifs. Le 37 est un nombre vedette ici. Est-ce qu'on peut marier 2 avec 37? Est-ce qu'on peut marier 3 avec 37? Mais il resterait, supposons que je mets 2 avec 37, il va me rester 3A. Mais A est limité à 9. Donc, je ne pourrai jamais accoter 2 fois 37 pour avoir 2 nombres consécutifs. Donc, on n'a pas le choix. 37 est tout seul de sa gamme, et c'est un des 2 nombres consécutifs. De sorte que l'autre nombre, c'est soit 36, soit 38. Et là, on essaie, puis on voit que c'est 36, et A égale 6. Ça me semble une résolution beaucoup plus intéressante que la résolution par méthode brute dont je parlais il y a quelques minutes. 666, le nombre de la bête. Encore. Saint Jean, Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Voici un déguisement du nombre de la bête. Là, on vient de voir que T36, le 36e nombre triangulaire, c'est 666. Mais remarquez que c'est aussi T de 6 fois 6. Wesh! En voulez-vous une autre? En voulez-vous une autre? Ah. « 666, c'est la somme des carrés des 7 premiers. J'insiste sur le 7. Les 7 premiers. Bon, premier, ça ressemble à carré, là, mais ça c'est notre histoire. Mais les 7, encore 7. Les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, mettez-en. Tout est dans tout. Un petit peu plus haut, phi, le nombre d'heures, moins 2 sin 666 degrés. Encore une autre, moins 2 cos de 6 fois 6 fois 6, moins 2 cos 216 degrés. Bon, honnêtement, ces 2 dernières-là, je ne les ai pas vérifiées. J'ai trouvé ça sur Internet il y a quelques temps, j'étais tout excité, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Cela étant dit, on s'entend qu'on est en train de rigoler, et j'espère qu'il n'y a personne qui va sortir de cette salle en disant « Oh, là, il y a quelque chose d'important, ma vie vient de changer, je viens de comprendre l'importance du 666 dans ma vie. » Là, on reste vraiment calme. La numérologie, c'est très intéressant comme sujet, la numérologie. Si vous voulez en parler avec moi, ça me ferait grand plaisir. Faire de l'exercice, des gros calculs de bêtes, des problèmes un petit peu plus intéressants. Le théorème du jour. OK, je m'essaie avec un. Et là, je m'adresse à des profs du secondaire, donc j'espère avoir des réponses à certaines angoisses existentielles que j'ai. La formule de Héron. Et là, je pense à l'une des formules de Héron, parce qu'il y en a 2, mais je pense à celle-là et non pas l'autre. Et je voulais voir quelle est l'autre, mais enfin, on s'en parlera peut-être. Ça dépend comment les vents soufflent. Étant donné un triangle de côté ABC, l'aire du triangle, c'est ce machin-là que je ne lirai pas. Ou, bien sûr, S est le demi-périmètre. Vous enseignez ça à vos jeunes.
Vous leur faites faire des calculs là-dessus. C'est ce qu'on me raconte. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça fait partie de votre matière. Le démontrez-vous à vos jeunes? Ouf. Avez-vous déjà vu une démonstration de ce résultat-là? Alors, mesdames et messieurs, en voici. Je la commente rapidement. On fait la chose que vous imaginez. Partant du triangle, on le sépare en deux triangles rectangles. Le côté A a été partagé. Excusez-moi, c'est le côté C. Je m'excuse. Le côté C a été partagé en X et C moins X. Et là, on fait du Pythagore et on obtient des relations de ce genre-ci. Alors, théorème de Pythagore, x carré plus h carré égale b carré, petit h carré plus c moins x au carré égale c carré. On brasse ces choses-là et on s'en vient avec des expressions algébriques comme ça. Et la chose devient, bon, je passe évidemment rapidement là-dessus parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais la chose devient du gros brassage algébrique élémentaire. Ça peut être vu comme étant un exercice stimulant pour la propreté de l'écriture, pour l'organisation des idées, quelque chose du genre. L'intérêt mathématique demeure, quant à moi, relativement limité, mais ça marche. Soit dit en passant, je ne connais pas de preuve élémentaire de la formule de Héron. À une autre époque de ma vie, j'ai déjà regardé la preuve originale de Héron. Ça marche, mais c'est pas simple. Donc, si jamais vous trouvez une très jolie preuve de ça, je suis acheteur. Est-ce que la preuve qui précède est une belle preuve, une preuve stimulante? Que non. Elle fait le boulot de prouver la chose, mais c'est pas plus que ça. Qu'est-ce que ça pourrait être des choses un peu plus stimulantes? Je m'essaie. Étant donné deux carrés quelconques, trouver un carré de même aire que les deux carrés pris ensemble. Donc, voici mes deux carrés. Comment trouver un troisième carré dont l'aire est égale aux deux autres? Bon, je joue avec le carré bleu, avec le carré rouge. À un moment donné, par accident, mes deux carrés tombent comme ça. Et là, j'ai la tentation de faire ça. Et là, on se rend compte qu'il est question de Pythagore. Donc, s'intéresser à la somme des aires de deux carrés, c'est bien sûr faire du Pythagore. Bon, là, je sens qu'on est en voiture. On fait quoi avec Pythagore au primaire? Au secondaire. Je porte mon chapeau dans la formation des gens du primaire. On fait quoi avec Pythagore? Bien sûr, on se sert de A2 plus B2 égale C2. Bien sûr, on parle des carrés des côtés du triangle ABC. On fait de l'algèbre. Partons des carrés sur les côtés. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une vision géométrique de la chose? On en a certainement une, à tout le moins, pour illustrer ce que raconte Pythagore, somme des aires de deux carrés. Est-ce qu'on s'en sert pour faire une preuve? Et d'ailleurs, prouve-t-on Pythagore au secondaire? Ou si on le laisse comme ça, un peu comme Héron? Bon, on pourra s'en parler à la pause. Je mentionne en passant un petit clin d'œil, il y a un livre qui n'est pas vraiment terrible, mais c'est amusant qu'il existe. Un livre qui s'appelle The Pythagorean Proposition, qui date fin 19e, début 20e siècle. Il a été écrit par ce monsieur Elisha Scott Loomis, et il a répertorié 350 preuves du théorème de Pythagore dans son livre, mais on n'y trouve pas ce que j'appellerais les plus stimulantes, les plus belles, mais c'est quand même, encore là, c'est un livre qui fait le boulot. Et Loomis commence par citer Horace, exegi monumentum aere perillus. C'était le moment du latin, ça. C'est-à-dire, j'ai érigé un monument plus durable que les reins. Wow! Et pour lui, c'est ce que font les maths. Bon, encore là, on se calme. Preuve algébrique. Bon, je passe rapidement pour des raisons évidentes. Je prends un carré de côté A plus B, je fais une certaine dissection, et ça me donne ça. Donc, un petit peu d'algèbre, c'est vite réglé. Et j'imagine que ça peut ressembler à ce que vous faites avec vos jeunes quand il est question de Pythagore. Bon, on se pose la question, est-ce que la figure jaune est bien un carré de côté C? Mais c'est élémentaire à vérifier. On peut en faire une preuve visuelle. Et à cette fin, je me donne un autre carré de côté A plus B, mais avec une dissection différente. Et on voit que je peux déplacer des figures pour faire coïncider les deux triangles. Bon, là, on embarque dans un autre monde, c'est le monde des preuves visuelles. Et est-ce qu'une preuve visuelle prouve vraiment ce qu'elle a à prouver? Vaste question, je ne fais que l'effleurer pour le moment. Je reviendrai peut-être un peu tantôt si les vents souffrent dans la bonne direction. Preuve visuelle, Bhaskara, mathématicien indien du 19e siècle, il dit, regardez, la preuve est là. Ibn Qura, désolé pour ma prononciation, 9e siècle, tout est là.
Et ce qui est amusant, c'est que Bhaskara nous montre C carré disséqué par Amida, alors que Imkura nous montre A carré et B carré avec lesquels il joue. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre en gigotant un peu des triangles. Donc c'est la même preuve, mais lue de façon différente. Transformer A carré et B carré en C carré et vice-versa. Euclide le fait. Et bon, je reconnais publiquement ici, je le fais toujours avec mes étudiants, je suis presque honteux de devoir avouer que j'ai appris la preuve d'Euclide de Pythagore à un âge relativement avancé de ma vie que je ne quantifierai pas. Mais peut-être ça va me consoler. Combien parmi vous n'ont jamais vu Euclide 1,47? Allez, soyez pas gênés. Ah! Non, je ne suis pas content de la chose, je suis très malheureux de la chose. Bon, je suis heureux pour vous, ça va être réglé aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une grande tristesse que notre système d'enseignement n'ait pas reconnu cette preuve. Parce que Euclide 1,47, c'est tout à fait génial ce qu'il fait. Il fait une chose très simple. Étant donné la figure que j'avais tout à l'heure, il trace une perpendiculaire à l'hypoténuse par le sommet où est l'angle droit. Cette perpendiculaire partage le carré sur l'hypoténuse en deux rectangles. Et la beauté de la chose, c'est le petit rectangle en bas a même aire que le petit carré, et le grand rectangle en bas a même aire que le grand carré sur les catètres. Et donc, voici une figure d'Euclide, et la démonstration est relativement simple, et elle repose sur le fait que les deux triangles que voici, primo, ont même aire, théorème de congruence banal. Deuxio, le triangle orange pâle a comme aire le demi-petit carré, ou le petit demi-carré, je ne sais pas, ou le carré demi-petit, je ne sais pas, enfin, mais de dans le sens que vous voulez. Et de même manière, le triangle orange foncé a comme aire le demi-petit rectangle. Et donc, le petit carré a même aire que le petit rectangle, etc. Et donc, c'est vraiment un théorème de géométrie élémentaire, absolument accessible, où se trouve on a 2, 3 cas de congruence et des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est the proof, en un certain sens. Version animée qu'on retrouve dans la littérature, je n'insiste pas. Si vous voulez voir une très jolie preuve, allez sur le site du Kangourou. Faites-le pas tout de suite, je ferai ça après la pause. Mais le site du Kangourou en France, il y a une très jolie preuve animée de ça. Un clin d'œil à une autre preuve que vous connaissez peut-être parce qu'elle est présente dans la littérature, due à un mathématicien anglais amateur, Henry Perigal. Il était comptable de sa profession et il était tellement fier de sa preuve qu'il a demandé à ce qu'elle soit gravée sur sa tombe. Il faisait son Archimède faisant. La démonstration fonctionne comme suit. Premier cas, si le triangle rectangle est isocèle, il est évident géométriquement que le carré sur l'hypoténuse, c'est la somme des deux carrés. Je vous laisse y penser. S'il n'est pas isocèle, il y a un petit cathète, il y a un grand cathète. Prenez le grand cathète, prenez son carré, prenez son centre, et tracez par le point centre une parallèle à l'hypoténuse, c'est la ligne horizontale sur la figure dans le haut, et tracez ensuite une perpendiculaire à l'hypoténuse, toujours par le centre du carré. Ça vous donne 4 blocs, et les 4 blocs orange peuvent aller se mettre dans les 4 coins du carré sur l'hypoténuse, et le trou au centre, c'est le petit carré, c'est le carré sur le petit cathète. Que dire de plus beau que ça? Là, c'est vraiment wow. Et prouver que ça marche, il faut travailler un petit peu, et la démonstration repose sur le fait que la figure en orange ici est un parallélogramme. Partant de ça, les vérifications sont assez directes. J'ai parlé de ça dans Acromate. Preuve visuelle, ça peut être dangereux. Autre clin d'œil dans Acromate où on vous sensibilise au fait que les preuves visuelles, il y a des dangers. C'est bien connu, le paradoxe de Lewis Carroll. Je pars d'un carré 8 par 8, que je casse en 4 morceaux de la manière qui sont là, 3, 5, 3, 5, et ça donne 2 triangles puis 2 quadrilatères particuliers, et je peux les agencer dans un rectangle de 13 par 5. Or, le carré 8 par 5 a comme aire 64, le rectangle 13 par 5 a comme aire 65. Je viens donc de prouver que 64 égale 65, ce qui est peut-être gênant. Bon, si vous voyez ça pour la première fois, réjouissez-vous, c'est encore un beau moment. Puis vous penserez toujours à moi quand vous pensez que Carroll, son prénom, c'était Dodge C, avec un B dans son code.
C'est basé sur la suite de Fibonacci. Et à remarquer que le 8 dont on parle, c'est un nombre de Fibonacci qui est en sandwich entre 5 et 13. Et on a le fait que 8 au carré, c'est 5 fois 13 moins 1. Mais ceci serait vrai pour tous les Fibonacci de rang pair. 21 au carré, c'est 13 fois 34 moins 1. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que c'est pas vrai que les morceaux recouvrent le rectangle. Évidemment, il y a un trou le long de la diagonale. Voici à la gauche une figure avec le trou nettement exagéré. Sur le 8 par 5, si vous le faites avec du vrai carton, ça paraît. Mais si vous passez plus loin dans la suite de Fibonacci, vous verrez rien, ça va de soi. Mais le raisonnement demeure. Dans le cas d'Euclide, dans le cas de Pythagore, on a la preuve d'Euclide qui a un pendant visuel. Mais la preuve d'Euclide en soi, c'est une vraie preuve géométrique qu'aucun mathématicien ne voudrait renier. La réciproque du théorème de Pythagore. Je ne sais pas si on en parle comme tel dans les cours. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Je ne sais pas pour vous c'est quoi d'ailleurs le théorème de Pythagore, parce qu'on trouve parfois Pythagore comme étant un triangle et rectangle si et seulement si le carré de l'hypoténuse est... Enfin, le carré... Enfin, je vous laisse l'exprimer comme étant si et seulement si. Je m'excuse, je ne vais pas là. Mais j'ai besoin d'un si alors. Donc, Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Il n'y a pas de si alors qui saute aux yeux. Donc, réciproquer, c'est pas facile. Soit un triangle rectangle de cathètes ABC. Alors, A2 plus A, on a un alors, là. On sent que ça commence. Mais réciproquer ça tel quel, c'est pas banal. Soit un triangle de côté ABC, si le triangle est rectangle et hypoténuse C, alors A2 plus B2 égale C2. Et c'est là que j'ai le si et seulement si sur lequel j'ai bafouillé il y a quelques minutes. Soit un triangle de côté avec C, le triangle est rectangle d'hypoténuse C, si et seulement si A2 plus B2 égale C2. Et parfois, c'est ça qu'on présente comme Pythagore. Or, ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec Euclide, c'est le si alors que voici. Si vous avez un triangle rectangle, alors A2 plus B2 égale C2. C'est une application A implique B. Je m'intéresse à la réciproque. Soit un triangle de côté ABC. Si je sais que A2 plus B2 égale C2, alors le triangle est rectangle et d'hypoténuse C. Et la question qui se pose est, voici la réciproque. Est-ce un théorème? Et oui, et c'est Euclide 1,48. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette table-là. Je prends une minute. J'ai mon triangle ABC de côté petit a, petit b, petit c. Le voici à la droite de la figure. Du point C, où est le sommet de l'angle droit, je trace CD, qui est tracé à angle droit avec le cathète AC. Et je fais DC de manière que DC et CD soient congruents. J'ai donc construit à la gauche de la figure un triangle rectangle de cathète B, parce que c'est un côté commun, et de cathète petit a, parce que j'ai mis que DC est égal à CB. Donc, j'ai son hypoténuse X, et par Pythagore, X est égal à A2 plus B2. Par hypothèse, A2 plus B2 égale C2. Donc, X carré égale C carré. Donc, X égale C. Et donc, le triangle à gauche est un triangle de côté ABX, mais avec X égale C. Donc, c'est un triangle de côté ABC. Donc, il est congruent à celui de droite. Mais il est rectangle, celui de gauche. Donc, celui de droite est congruent et rectangle et tout. Fin de la démonstration. Vous aurez remarqué que dans cette preuve, on utilise Pythagore pour prouver la réciproque de Pythagore. Y a-t-il un vice logique? Bon, je vous rassure tout de suite. Non, parce que Euclide l'a fait il y a 2300 ans, puis on n'a pas jeté sa preuve au poubelle. Donc, ça marche. Mais ça vaut peut-être la peine de réfléchir quelques secondes à la question pourquoi, étant donné un certain théorème et le fait que je veux établir sa réciproque, pourquoi utiliser le théorème dans la preuve de la réciproque ne pose pas de problème. Je vous laisse y penser.
Bien sûr, la célèbre technique 3, 4, 5 pour obtenir un angle droit résulte non pas du théorème de Pythagore, mais de la réciproque du théorème de Pythagore. Racontez ça au contracteur qui va construire votre maison et vous direz, pour avoir des murs bien perpendiculaires, faites-moi un 3, 4, 5 et soyez conscient que vous utilisez la réciproque de Pythagore et vous en sera éternellement reconnaissant. Parlant de passion pour les maths, être accro des maths, c'est difficile de passer à côté des nombres premiers. Voici un petit théorème fort élémentaire à propos des nombres premiers. Un point amusant de ce théorème-là, c'est qu'il serait, je crois, non pas je crois, je sais, même utilisable avec les jeunes du primaire et avec les enseignants du primaire. Théorème, tout nombre premier plus grand ou égal à 5 est de la forme 6k plus ou moins 1. Un multiple de 6 plus ou moins 1. Première démonstration. Prenez un premier plus grand ou égal à 5. Donc le P qui est là est un nombre impair qui vaut au moins 5. Ces deux voisins, P-1 et P plus 1, sont donc des nombres pairs. Or, j'ai trois nombres consécutifs. Le 2 est un multiple de 3. Et évidemment, ce n'est pas P, parce que P est premier. Donc, P-1 ou P plus 1 est un multiple de 3. Mais P-1 et P plus 1 sont tous deux pairs. Donc, P-1 ou P plus 1 est un multiple de 6, et c'est fini. Autre version, style modulo. Regardez les restes quand on divise par 6. Modulo 6, tout nombre est congruent à 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Donc, c'est un 6K, 6K, etc. Or, là-dedans, il est clair que les 6K ne sont pas des nombres premiers. Les 6K plus 2 non plus. Les 6K plus 3 non plus. Les 6K plus 4 non plus. Donc, tout ce qui reste comme candidat potentiel pour être premier, c'est 6K plus 1 et 6K plus 5. Et donc, c'est là que se trouvent les premiers. Je ne dis pas que tous ces nombres-là sont premiers, vous aurez compris. Comment trouver des premiers? Méthode classique, le crible d'Ératosthène. En voici une photo, celle-là, je ne sais pas si c'est là, mon deuxième. Enfin, regardez vis-à-vis chaque premier, vous avez toute une série en allant vers la droite de points noirs. Mais les points noirs représentent les multiples du premier. Et ce que l'on voit ici, c'est que les noms premiers finissent par tomber dans le trou du crible, les billes roses étant des billes qui s'apprêtent à tomber. Et donc, ceci est une illustration du phénomène du crible. Le théorème dont je parlais tout à l'heure, tout nombre premier est voisin d'un multiple de 6, amène à travailler la technique du crible d'Ératosthène en utilisant 6 colonnes. Donc, plutôt que d'écrire les nombres naïvement en colonnes de 10, comme on le ferait peut-être spontanément au tableau, forçons-nous à les écrire en 6 colonnes. Et pour des raisons évidentes, j'ai éliminé un de la discussion. Donc, voici un nombre premier, et je biffe ses multiples. Pouf! 3 colonnes de partie. Pas pire. Il reste 3 qui subsistent, biffons ses multiples. Pouf! Une autre colonne de partie. La cinquième colonne est repartie, mais était déjà partie. Théorème, tout nombre premier est voisin d'un multiple de 6, sauf 2 et 3. Commentaire, la figure que vous avez à l'écran prouve ce théorème. Tel quel, ce théorème est accessible aux gens du primaire. Bon, évidemment, la question qui se pose, c'est comment en sommes-nous venus à écrire les nombres premiers en 6 colonnes? En essayant avec 4, 5, 7, 8, et non. On savait qu'en mettant ça sur 6 colonnes, ça marcherait, parce qu'on connaissait le théorème. Mais c'est intéressant de voir que, a posteriori, on a une preuve différente d'eux, et quant à moi, c'est une vraie preuve. Bon, revenant au crible sur 6 colonnes, le criblage est facilité, parce que tout nombre premier étant un 6K plus ou moins 1, par exemple, quand je veux biffer les multiples de 5, 5 c'est un 6, plus 6 moins 1. Donc, plus 6 moins 1, ça donne les lignes vertes qui sont comme ça. Quand je suis rendu à 7, 7 c'est plus 6 plus 1. Alors, si je parle de 7, plus 6, 13, plus 1, 14. 14 plus 6, 20, plus 1, 21. Donc, les multiples de 7 vont donner ces lignes-là. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez faire du criblage pour vrai, à la mitaine, le crible sur 6 colonnes est très payant. Autre clin d'œil, autre passion, et là nous sommes en très bonne compagnie, le cher, le grand Archimède.
Je ne sais pas si le résultat suivant est bien connu. Proposition 1 du texte, la mesure du cercle. Tout cercle est équivalent en mer à un triangle rectangle dans lequel l'un des côtés de l'angle droit est égal au rayon du cercle et la base, c'est-à-dire l'autre côté de l'angle droit, au périmètre du cercle. Bon, je vous laisse vous faire une image mentale. Donc, vous avez un cercle, son rayon, sa circonférence préférée. Et là, ce qu'Archimède dit, c'est prenez un triangle rectangle dont l'un des cathètes, c'est le rayon, l'autre des cathètes, c'est la circonférence. Et le triangle rectangle dont vous parlez et le cercle ont même aire. Autrement dit, ce qu'affirme Archimède, c'est que l'aire d'un cercle, c'est une demi fois le rayon fois la circonférence. Je ne sais pas si le résultat dans la boîte jaune, comme tel, comme, guillemets, formule mathématique, ce que j'aime pas trop les formules dans la vie, il y a bien autre chose en maths à faire que d'apprendre des formules, mais mettons que de temps en temps, c'est commode d'avoir une formule pour concrétiser quelque chose. Je ne sais pas si cette formule-là est très connue. Je souhaiterais qu'elle le fût. Remarquez qu'elle est facile à établir si vous partez des formules pour le périmètre et pour l'aire d'un cercle. Mais en réalité, la vie va à l'envers. Les formules pour le périmètre et l'aire d'un cercle sont un peu des conséquences de cette formule-là. La question se pose, comment établir cette chose-là? Rapidement, la preuve d'Archimède, elle est superbe. Ça va vous faire vibrer jusque dans la fine moelle de votre être mathématique, parce qu'il est question d'exhaustion et de preuve par contradiction, et même, n'ayons pas peur des mots, de double preuve par contradiction. Parce qu'Archimède veut prouver que A égale 1/2 RC. Et il va dire, supposons qu'ils ne sont pas égaux, alors ou bien A est plus petit que 1/2 RC, ou bien A est plus grand que 1/2 RC. Et ça l'amène à analyser deux cas. Que le cercle, en effet, soit si possible plus grand que le triangle. Blablabla, bla, 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 un peu plus loin, ce qui est absurde, juste en haut de la figure, ce qui est absurde. Et après, il recommence que le cercle soit plus petit, ce qui est absurde aussi. Donc, Archimède donne une preuve très rigoureuse de ce résultat-là. Question, comment Archimède a-t-il trouvé ce résultat-là? Réponse, autant que je sache, on ne le sait pas. Si jamais vous trouvez un endroit où vous savez comment Archimède a trouvé ce résultat-là, dites-moi, je serais férocement intéressé. Pour d'autres résultats, un petit clin d'œil rapide ici, Archimède a un résultat sur la quadrature d'un segment de parabole, comment trouver l'aire d'un segment de parabole, et il a écrit un texte particulier pour expliquer comment il a trouvé le résultat, et comment, après ça, sa méthode pour le trouver, pour lui, c'était pas une vraie preuve, et il a voulu en donner une vraie preuve qui a satisfait les mathématiciens. Donc ce passage-là est très intéressant. Pour le cercle, on ne le sait pas. Une certaine plausibilité, c'est qu'Archimède s'intéresse à l'aire de pentagones réguliers, de polygones réguliers, excusez-moi. Par exemple, l'aire du pentagone qui se ramène à une demi-fois l'apothème fois le périmètre du pentagone. Et si on prend des polygones réguliers avec de plus en plus de côtés, on voit que l'apothème, ça va commencer à ressembler au rayon, et le périmètre du polygone va ressembler au périmètre du cercle. Et donc, on peut voir le processus comme une espèce de prolongement à la limite d'une demi-AP qui devient une demi-RC. Sur le plan intuitif, c'est tout à fait raisonnable, mais comme rigueur, ça ne va pas. Kepler en propose une vision assez spectaculaire dans un traité qui s'appelle la nouvelle stéréométrie des tonneaux de vin. Parce que Kepler, veuf avec 2 ou 3 enfants, s'était marié, puis il voulait impressionner sa femme en la convainquant qu'il était capable de bien savoir la quantité de vin que lui fournissait le marchand. Donc il s'est mis à étudier des volumes, mais avant d'étudier les volumes, il a voulu retravailler les aires, et il a retravaillé, entre autres, le traité La mesure du cercle d'Archimède. Et ici, je m'arrête un instant aux mots qu'utilise Kepler pour décrire la façon dont il prouve le résultat d'Archimède. Il dit, imaginons que la circonférence du cercle, le périmètre, a tout autant de parties que de points. Pense une infinité. Donc, il s'intéresse à l'infinité de points qu'il y a sur le cercle. Que celle que l'on veut soit considérée comme la base d'un certain triangle isocèle de jambes égales AB.
Oui, dans un triangle isocèle, le mot isocèle, soit dit en passant, vient isoscélon, c'est des jambes égales. Donc le triangle isocèle a deux jambes égales. Et donc, Kepler parle d'un triangle isocèle. Maintenant, ce qui est spectaculaire ici, c'est qu'il dit, prenez chaque point comme étant la base d'un triangle. Mais là, ça ne marche pas, parce qu'un point, c'est un point. Je ne peux pas bâtir un triangle sur un cercle. Donc, clairement, Kepler a une intuition des points comme ayant, j'allais dire du volume, pas vraiment, mais certainement de la longueur. Ainsi, les triangles se retrouvent en nombre infini dans l'aire du cercle, etc. Et une transposition moderne de ce que fait Kepler, c'est celle-ci. Maintenant, il y a un petit problème ici, parce que, bon, vous avez les secteurs du cercle en haut. Là, j'ai ratatiné tous les sommets vers la gauche, et ça me donne une espèce de triangle, mais la base du triangle est bombée. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ceci, ça soit vu comme étant une ligne droite de longueur. Est-ce que ça marche, le fait de dire, si mes secteurs étaient petits, j'aurais un beau triangle? Ou il y a une autre version comme ça? Bon. Prudence. Carré. Je m'en vais du coin en bas au coin en haut si mon côté vaut 1, trajet de longueur 2. Si je coupe en deux, une demi, plus une demi, plus une demi, plus une demi, longueur 2. Si je coupe en 4, un quart, plus un quart, plus un quart, longueur 2. Donc, tous les escaliers ont longueur 2. Mais à la limite, les escaliers deviennent la diagonale. Et donc, je viens de prouver que racine de 2 égale 2. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Et donc, voici un cas où l'intuition géométrique ne marche pas, mais Kepler lui dit, ah, voici une façon de prouver. Bon, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas? Les preuves visuelles, c'est pas simple, et je ne me penche pas plus abondamment là-dessus, mais je salue mon collègue André Boileau, qui a un magnifique texte autour de cette question-là. Allez voir André, c'est le spécialiste de la matière. On sait aujourd'hui comment gérer ces choses-là, souvenir de vos cours de maths à l'université, Cauchy-Weierstrass, comme dans Epsilon et Delta, et aussi les infinitésimaux, Abraham Robinson, j'entre pas là-dedans. De la prudence dans les manipulations mathématiques. Je tire ça d'une revue française. Je veux résoudre dans les réels l'équation x carré plus x plus 1 égale 0. 0 n'est pas une solution de cette équation-là pour des raisons évidentes. Donc, je peux diviser les deux membres par x. Je n'ai pas de danger que je divise par 0. Donc, ça me donne éventuellement 1 sur x égale moins x plus 1. Mais par l'équation en haut, moins x plus 1, c'est x carré. Donc, 1 sur x égale x carré. Et donc, x cube égale 1. Et donc, 1 est solution. Mais à ce moment-là, si c'est solution, ça fait 1 carré au carré plus 1 égale 0. Donc, 3 égale 0. Il y a un petit problème. Oh là, ça, je vais sauter ça, l'existence de nombres. Je m'arrête ici un instant. 20 secondes. Voici mon irrationnel préféré. Mon irrationnel préféré, notamment quand je pense à l'enseignement secondaire. Que racine de 2 soit un irrationnel au secondaire, bravo, c'est génial. Mais qu'un réel soit irrationnel parce que son développement décimal est infini et non périodique, voici, je pense, quelque chose qui devrait parler aux jeunes secondaires, d'où le fait que un développement comme celui-ci, où l'idée est que j'ai une certaine règle de moton de 0 qui fait que ça ne se répète jamais, c'est important. Pour ça, je saute ça. L'algèbre selon Al-Khwarizmi. Clin d'œil. J'ai un texte dans le bulletin AMQ là-dessus. Al-Khwarizmi s'intéresse à résoudre, je saute l'énoncé de son problème, x carré plus 10x égale 39 en notation moderne. Les notations x carré plus 10x égale 39 sont arrivées 600 ou 700 ans après Al-Khwarizmi. Donc à son époque, il n'avait que les mots. Et voici comment en mots, il décrit l'algorithme, comme dans son nom, pour résoudre l'équation x carré plus 10x égale 39. Et si vous lisez ce texte-là, on ne le fera pas ce matin, et que vous traduisez en symbole, ça donne ceci. Donc, il y a du moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a là-dedans, à plein nez.
Mais Al-Khwarizmi le fait en mots. Et la question surtout, c'est où a-t-il été pêché ça? Bon, ça renvoie à la question, comment prouvez-vous aux jeunes que moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac égale à 2a, ce soit la solution? On s'en parle à la pause. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Al-Khwarizmi, sa technique est géométrique. Voici x carré plus 10x. Coupez 10x en deux, c'est ce qu'il dit de faire dans sa méthode. J'ai donc deux morceaux de 5x. Prenez ce morceau-là et envoyez-le là. Et donc, vous êtes rendu maintenant avec cette figure-ci, et comme les carrés rouges sont de côté 5, excusez-moi, les rectangles rouges sont de côté 5 et x, le carré bleu est donc de côté 5. Donc, il vaut 25. Mais on sait que la région rouge, par la donnée du problème, vaut 39. Donc, j'ai un carré j'ai un carré d'R64 ici. Et donc, son côté vaut 8. Et donc, x vaut 3. C'est comme ça qu'Al-Khwarizmi faisait le problème d'algèbre par la géométrie, ce qui est assez amusant. Expression de racine carrée, je dois sauter ça, avec des excuses. J'ai un texte dans Acromat là-dessus, je saute ça rapidement, la Mésopotamie, on laisse tomber. Héron, méthode de Héron, c'était ça dont je voulais parler. J'arrive. 114. Retour sur la manipulation algébrique que j'ai fait tout à l'heure pour prouver que 3 égale 0. Ce qu'on a fait, c'est de démontrer si x est un réel qui est une solution de x carré plus x plus 1, alors x égale 1. Est-ce qu'on va en conclure que 3 égale 0? Bien sûr que non. Ce qu'on va en conclure, c'est que notre hypothèse ne marche pas. Il n'y a pas de réel x qui est solution de x carré plus x plus 1. Et donc, c'est la prémisse de la... On avait caché le fait qu'on disait, soit une solution, alors il y a quelque chose. On avait fait des calculs comme si c'était une solution. Un petit mot de conclusion. Il y a de nombreuses raisons d'être des passionnés des maths. Il y a de nombreuses façons d'être des passionnés des maths. Je souhaite vivement que les profs du secondaire le soient du début jusqu'à la fin de leur carrière et même plus loin. Et je le souhaite à leurs élèves aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.